Mesdames, Messieurs, étudiants et étudiantes, Madame Sarr, bonjour. Je me présente Léopold Diagandiaye, président du CLAS, Club de littérature art islam. Aujourd'hui, nous avons l'honneur en tout cas de vous accueillir parmi nous pour parler de littérature, de mots, de lettres, de recherche, de parcours et surtout, ça sera en moi en tout cas pour chacun d'entre nous de diffuser en tout cas cet amour-là, en don du Créateur. Parce que Dieu en lui-même, il est amour. Il nous a créés avec amour. Il a voulu qu'on soit humain et que nous puissions en tout cas nous aimer les uns les autres. Messieurs, dames, si je comprends le langage de la poésie, c'est grâce à mon père, Afrique, je ne suis pas Afrique. Lorsqu'il façonne des styles, tout en quittant d'une île à une autre, sans pour autant oublier le poids du livre des villes. Tout ça, sous le regard inquisitrice de Madame Sarr. Humanité, une maman, une dharma. Elle aussi, elle vit poésie. Il n'y a qu'à l'entendre parler les mots, elle les consomme. Commençons à dévoyer les consonnes en passant par les consonnes. Bah, si elle paraît tendre, c'est parce qu'elle les console. À la recherche de mots, à la recherche de son identité, à la recherche de son existence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir en tout cas de partager cette discussion ou ce panel avec deux auteurs, à savoir Madame Sarr, Dieynaba Sarr, à savoir également Amadou Ali Kane. Et ça sera un cadre, en moins pour chacun d'entre nous, d'apprendre de leur histoire, de leur processus de création, de tout ce qui en tout cas les a motivés à écrire, comme un devoir de mémoire à produire des livres et à tout simplement exister. Mais pas uniquement, mais exister éternellement. Parce qu'il est dit que si tu écris quelque chose dans un livre, il est évident que ces écrits demeureront éternellement. Alors, bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser en tout cas la possibilité à Madame Sarr, Dieynaba Sarr, de pouvoir en tout cas nous partager en tout cas son parcours, nous dire qui est réellement Dieynaba Sarr. Mais avant ça, je vais vous donner un avant-goût de qui est l'auteur. En 2016, première, et en 2007, lorsqu'elle faisait en tout cas la terminale. Elle décroche en 2010 une licence en droit public à l'Institut supérieur de droit de Dakar, Athènes, de l'université de Perpignan, c'est ça, en France, avant d'obtenir son diplôme de Master 2, option Relations internationales à l'université du Sahel en 2012. Dieynaba Sarr travaille à la direction des affaires juridiques et de la coopération de l'Agence nationale des affaires maritimes. En résumé, voici Dieynaba Sarr. Avant de la donner la parole, on y va avec le parcours de Dieynaba Sarr. Bonjour à tous, merci Monsieur Ndiaye, merci à Afrique et plus précisément au club de littérature et de slam. Alors, comme vous l'avez dit, je suis Dieynaba Sarr, sénégalaise, juriste et écrivaine depuis quelques années. Je suis née à Dakar. J'ai grandi et j'ai fait toutes mes études à Dakar. Je reviendrai sur l'aspect Perpignan tout à l'heure quand je vous disais France, je vais expliquer. Mais j'ai du préscolaire jusqu'à la terminale, j'ai été dans une seule école, l'institution Notre-Dame de Dakar, donc le privé catholique. Et c'est en 2007 que j'ai obtenu mon bac, un bac littéraire, L'1, en 2007 donc avec la mention bien. Et après, précédemment en 2006, j'ai participé pour la première fois au concours général sénégalais, puisque le concours est dédié aux classes de première et de terminale. Donc pour la première, j'ai obtenu 2 prix, le 3e prix d'histoire et le 3e prix de géographie. Et pour la seconde participation en 2007, l'année du bac, j'ai été primée et j'ai obtenu le premier prix de citoyenneté et droits de l'homme.
Et donc, après cela... Oui. Donc après cela, j'ai été à l'Institut supérieur de droit de Dakar du professeur Babacar Gueye, constitutionnaliste que vous connaissez certainement. Et donc c'est une antenne. En fait, l'Institut, la particularité, c'est que ce sont les profs français qui venaient de France pour nous faire les cours au Sénégal. Donc j'ai eu un diplôme français sans quitter le pays. C'est ça la particularité avec le professeur Babacar Gueye. Et donc, de 2007 à 2010, année où j'ai obtenu ma licence de droit public, j'ai été à l'ISDD, qui est donc, comme je l'ai dit, une antenne de l'université de Perpignan, sud de la France. Et après, comme à l'époque, il n'y avait pas le master avec le CAMES, la reconnaissance, donc, et comme j'ai un père rigoureux, juriste comme moi, donc j'ai changé d'université. Et j'ai fait mon Master 1 et mon Master 2 à l'Université du Sahel, du professeur Issa Sall. Et donc là, il fallait se spécialiser après le droit public. Et j'ai opté pour les relations internationales parce que je suis diplomate de formation. Je ne l'ai pas encore pratiqué parce que, bon, comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. J'adore la diplomatie. Cet ouvrage, c'est sur la géopolitique. Je ne vis en réalité que pour les relations internationales, mais depuis 2012, je suis dans un secteur particulier au Sénégal, très complexe, le secteur maritime. Et donc depuis 11 ans maintenant, je travaille à l'Agence nationale des affaires maritimes. L'Agence nationale des affaires maritimes, c'est l'ancienne marine marchande sénégalaise qui a été transformée en agence. C'est suite au drame du bateau Joola, parce qu'il fallait redynamiser l'administration sénégalaise, l'administration maritime, et c'est ce qui a donné l'ANAM en juin 2009. Et donc depuis 2012, je travaille à l'ANAM, et depuis 4 ans presque maintenant, je suis chef de la division veille réglementaire et contentieux à la direction des affaires juridiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc je pense que brièvement, ça c'est l'aspect juriste. Pour venir à l'aspect ou bien à la casquette d'écrivaine, je suis une grande lectrice, on y reviendra. Je crois que l'anecdote, je ne sais pas si j'ai eu à l'évoquer lors de mon passage à ENSUP, à la cérémonie de Babalikan. Mais lorsque je suis en 2017, septembre, je suis allée pour déposer le manuscrit de la politique africaine, le directeur général de l'Harmattan m'a dit enfin, c'est-à-dire que c'était une suite assez logique pour quelqu'un qui vient chaque mois acheter des ouvrages, acheter les ouvrages d'auteurs qu'elle ne connaît même pas, mais moi c'est l'amour du livre, ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'auteur en tant que tel. Et donc voilà, 2017 a été l'année de parution de ce premier ouvrage qui est un essai, ce n'est pas de la politique, c'est le titre en fait. Souvent les gens ils se méprennent parce que les titres peuvent conduire. Je me rappelle il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui me disait, qui me demandait les titres de mes ouvrages. Et quand je lui ai listé les 3 ouvrages, il m'a dit je ne lis pas d'ouvrage politique. Je lui ai dit mais il faudrait d'abord ouvrir l'ouvrage, je pense, et pouvoir connaître le contenu. Donc c'est de la géopolitique parce que comme je vous l'ai dit, c'était le sujet de mon mémoire que j'ai soutenu en 2012. Et l'histoire de l'apparition de cet ouvrage, c'est un hommage à ma défunte grande sœur que j'ai perdue l'année où je devais soutenir mon master. Donc ça a été une année très dure où je me suis enfermée, où je ne faisais que ça parce que j'ai perdu ma sœur quelques mois avant la soutenance. Donc c'était comme une drogue pour moi. C'est ça, il fallait réussir ce mémoire-là, il fallait le réussir brillamment. Et par la grâce du Seigneur, c'est ce qui s'est passé, avec la mention très honorable. Et après, je me disais, c'était un hommage en partie, mais il restait quelque chose. Et ce qui restait, je me suis dit, je vais publier ce mémoire-là. Mais comme c'est un thème qui évolue, parce que les relations entre la France et son ancien précaré, les États qui ont été colonisés par la France, ce sont des relations qui évoluent au fil du temps, au gré des intérêts. Les intérêts en tant que tels, ils ne changent pas trop, mais c'est surtout selon les hommes politiques qui viennent, les présidents. Donc on peut avoir une redéfinition de la politique africaine. Et c'est pourquoi de 2013 à 2016,
fin 2016, je me suis concentrée à étayer le mémoire, à l'enrichir, à le réactualiser. Et c'est ce qui a été donc déposé au niveau de la maison d'édition L'Harmattan Sénégal pour être publié en septembre 2017. Et en 2018, il y a eu cet ouvrage collectif, Cocktail citoyen, parce que j'ai été contactée par un ami journaliste. Il y avait un projet, c'était juste avant les présidentielles de 2019. Donc il voulait, ça faisait suite à l'ouvrage Politisez-vous, mais pour montrer que ce n'était pas l'aspect politique qu'on voulait mettre en avant, on se disait là ce sera un regard citoyen. C'est-à-dire que chacun des membres du collectif, selon son profil ou bien le thème qui l'intéresse, aborde et montre ce qu'il voudrait voir maintenu au Sénégal ou amélioré. Donc moi, naturellement, en tant que diplomate, j'ai mon premier texte porté sur la diplomatie. Donc le texte est intitulé « Vol SN 2019 pour un Sénégal plus performant et plus dynamique ». Et maintenant, comme souvent on me taxe de féministe, chose que je n'accepte pas parce que je ne suis pas féministe, on y reviendra. Maintenant, j'ai un ami journaliste, Alassane Alioumbaye, qui est co-auteur de l'ouvrage, qui m'a dit on est 8 membres du collectif, mais ce serait plus beau qu'on ait 10 textes. Alors, il y a 2 qui ont servi de cobaye, c'est-à-dire Bachir Koli, qui est l'adjoint du DG de l'Harmattan, et moi-même. Donc moi, comme on m'a dit taxé de féministe et que je voulais changer la donne, je me suis dit je vais écrire sur les femmes, mais d'une façon très subtile, parce que c'est ça le charme de l'écriture aussi. Et donc le second texte que j'ai écrit, qui clôt l'ouvrage, porte sur les femmes. Et j'ai imaginé une discussion entre 3 filles, mais en abordant les faits de société, les problèmes, le népotisme, tout ce qui gangrène la société sénégalaise. Donc ça, c'est brièvement l'ouvrage collectif. Et en 2019, j'ai publié ce récit qui est assez autobiographique, Conviction. Pourquoi Conviction? Je ne saurais le dire. Parce que c'est un ouvrage, comme j'aime le dire, qui s'est imposé à moi. Je ne l'ai pas préparé. J'avoue que c'est un matin, vers 6 heures, que l'idée m'est venue. J'ai pensé à 2-3 textes. Je me suis dit, bon, je commence, après on verra ce que ça va donner. Et c'est ça, et c'est ainsi que... Parce que j'étais à une époque aussi assez compliquée, parce que je le disais l'autre jour à un de mes stagiaires, à un moment, quand j'ai un peu parcouru les mémoires du président Abdou Diouf, avant même l'apparition au Sénégal, il y a un journal qui avait mis en titre qu'Abdou Diouf disait qu'à une époque, il était athée. Ça m'avait marqué. Et entre 2016 et 2019, je n'ai pas été athée, mais je n'ai pas été loin de ça. Bon, les raisons, c'est pas la peine de revenir dessus, mais c'est pour dire que chaque individu, à un moment, ça peut être un fait particulier, ça peut être une déception, ça peut être même, je veux dire, juste une transition qui s'opère en la personne. Et là, soit vous avez une baisse de foi, ou bien il y a en tout cas une crise que vous traversez. Mais le fort de l'humain, c'est de savoir traverser cela. Et je pense quand même que je ne dirais pas que je suis forte, mais c'est la chance que j'ai eue, c'est que j'ai accepté cette transition. À un moment, je savais que je ne priais pas beaucoup, c'est-à-dire je ne respectais pas les heures de prière. Et il n'y avait rien. Honnêtement, je veux dire, par exemple, le mieux-un peut appeler à la prière, que je sois là à ne rien faire et ne pas me lever pour aller faire mes ablutions. Je ne savais pas, mais j'ai accepté cet état-là à un moment. Et après, parce que aussi, lorsque vous lirez par exemple Conviction, vous verrez par exemple dans le texte Amour que j'ai eu une succession de pertes d'êtres chers. À un moment, vous ne perdez pas la foi, mais il y a une crise qui s'opère en vous. Voilà. Parce que vous vous dites qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je perds successivement? Parce que moi, ma soeur, je l'ai perdue le 9 décembre 2011. Donc, je devais soutenir le 4 juin 2012. 29 jours après, j'ai perdu la seule tante maternelle que j'avais. Donc, ça veut dire que, voilà, avec d'autres drames qui se sont succédés, à un moment, on est perturbé. Et voilà, naturellement, c'est ce qui s'est opéré. Je crois que c'est ce qui a été à la base de ce 3e ouvrage-là. Et Conviction, je pense que c'est pourquoi aussi
le lectorat, le public l'a positivement accueilli. Parce que c'est le cœur qui a parlé. Là, c'était la géopoliticienne qui parlait. C'était je veux dire, très, très didactique, très, très sérieux et tout. Là aussi, c'est un ouvrage collectif, un essai. Mais là, c'est le cœur. Un auteur, une jeune qui parle au public, qui n'a pas peur de se dévoiler, qui parle de ses amours, qui parle de ses déceptions, qui parle de ses espoirs, qui parle de ce qu'elle croit, de ses pertes de foi, de ce qu'elle croit en religion, etc. Et sur le féminisme, etc. Donc c'est vraiment un ouvrage, je veux dire, qui révèle. Si vraiment on veut connaître Dieynaba Sarr, je ne dirais pas que cet ouvrage-là permet de me connaître, mais lève vraiment un pan de voile sur ma vie. Donc brièvement, c'est ce que je pourrais dire pour présenter l'auteur et pas évoquer la bibliographie. Merci. Mais comme ça, est-ce que vous pourriez en tout cas éclater un petit peu la possibilité de conviction, afin qu'on puisse en tout cas ressentir les convictions qui vous ont animé, les pensées, les désirs et tout le trouble émotionnel qui gravite autour de cette œuvre? Ça va être assez compliqué. Bon, alors, pour revenir dessus, déjà, donc ça m'arrive le matin de méditer, de réfléchir sur beaucoup de choses. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Honnêtement, je n'avais pas d'idée claire au départ. Mais je savais déjà, il y avait déjà deux textes qui étaient très clairs. Parce que comme je vous l'ai dit là, il y avait un regain de foi. Donc déjà, le titre foi, qui est le deuxième texte du livre, m'est venu. Et aussi, l'autre, comme je vous l'ai dit, il y avait cette suite d'hommages. Parce que je revenais, déjà pour la politique africaine, l'ouvrage est dédié à ma sœur, oui. Mais pour ici, je voulais rendre hommage surtout dans le premier texte à elle, bien sûr, mais à une autre personne que je n'ai pas pu rencontrer personnellement, que j'ai appréciée au Sénégal et qui a eu à contribuer au développement médiatique, au paysage médiatique sénégalais, et c'était Feu Sidi Lamine Niasse. Pourquoi? Parce que l'ISDD était situé derrière Walfadjri à l'époque, quand on y était en 2007. Donc à la pause, au déjeuner, en passant, moi je l'apercevais. Mais comme on le dit en Wolof, lu mënul ñàkk faaw mu am ak tamit lu Yàlla tuddul rek du nekk. Donc on se voyait, on s'apercevait. Dieu sait que j'avais à l'époque quelques connaissances à Walf, mais je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Je me disais à chaque fois, non, j'aurai l'occasion de le rencontrer, etc. Malheureusement, voilà, il est décédé et voilà, il est décédé en décembre, en 4 décembre, donc ma soeur est décédée en 9 décembre. Donc je me suis dit, il y avait un signe du destin, il y avait quelque chose qui m'interpellait. Il fallait écrire et voilà, je me suis lancée. C'était déjà, comme je vous l'ai dit au départ, pour venir sur le processus d'écriture. Ces deux textes-là, au moins, je savais que j'allais les rédiger. Et donc j'ai commencé par le texte Hommage. Et le titre m'est venu naturellement, Hommage non souhaité. Non souhaité parce que je ne le voulais pas. J'aurais aimé, je veux dire, avoir ma soeur avec moi jusqu'à présent, ne pas avoir à lui rendre hommage. Que le Sénégal ait encore Sidi Lamine Niasse, ne pas avoir à lui rendre hommage parce que comme je le dis souvent, au Sénégal, et malheureusement, c'est le fort de l'humain, on ne fait pas exprès, mais on ne témoigne pas assez d'affection à la personne, ou bien un je t'aime, on pense que si on le dit, ça a une connotation passionnelle, la plupart du temps. Donc, vous pouvez être avec vos sœurs, avec vos parents, et ne pas leur dire je t'aime. Alors que c'est quelque chose qu'on devrait dire naturellement. Alors là, je me suis dit, le titre de ce texte-là, ce sera Hommage non souhaité. Parce que je n'aurais pas voulu rendre hommage à ces deux individus-là. Et je l'ai dit dans le texte. Et voilà, donc c'était le premier texte, je me suis lancée. Après le texte Foi, c'était pour moi, sincèrement. Parce que souvent je dis que le manuscrit, c'est le manuscrit qui appartient à l'écrivain, mais l'ouvrage appartient au public, au lecteur. Parce qu'une fois que c'est sorti, c'est à la preuve aujourd'hui, j'ai N lectures, N versions de retour de lecture par rapport à Conviction.
certains même me donnent un nouveau regard, voilà, un nouvel œil sur l'ouvrage. Et ça, c'est parfait. Ça montre qu'on a autant de lecture que de lecteurs. Maintenant, après, le texte foi, pourquoi je dis que jusqu'à présent, je me l'approprie? Parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de coucher sur du papier. Le fait que, quand je regarde parfois à la télé des chanteurs religieux, ils chantent jusqu'à pleurer. Et ça m'étonnait. Parce que moi, je me disais, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, je ressens pas ça? Pourquoi je n'ai pas cette fibre-là? Pourquoi je n'arrive pas à lire le Coran et pleurer, ou bien écouter le Coran et pleurer? Il y a un problème. Et avec la baisse de foi dont je parlais. Donc j'avais besoin de coucher, de parler au lecteur, de lui confier cela. C'est assez intime. C'est un ouvrage très intime, mais je l'ai assumé. Je l'ai assumé et je continuerai à l'assumer parce que pour moi, il n'y avait pas de tabou. Je n'ai abordé la preuve, ce manuscrit-là, l'un des premiers lecteurs, c'est mon père. Alors que j'y parle de mes amours passionnels. Donc c'est pour vous dire que je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'évoquer ces aspects-là, très sincèrement. Parce que c'est moi qui vis ces moments-là. Et donc quand j'en parle, c'est que j'ai fait le choix d'en parler. Si on me juge après, c'est un choix. Mais moi, j'ai fait le choix de les confier à quelqu'un. Maintenant, celui qui lit et qui se dit que, bon, je ne sais pas moi, c'est là, elle est, je ne sais pas, elle est... comment dire, elle est libertine ou bien elle est trop, elle n'a pas de tabou, etc. Elle n'a peur de rien. Bon, ça, ce sera un avis que je vais respecter. Tout en sachant que j'ai mes raisons, c'est moi qui ai vécu l'expérience et je partage parce que, comme le préfacier l'a dit, et là vous me permettrez de rendre hommage à mon parrain, Aliou Niane, qui est un magistrat, qui était l'ancien président de l'Union des magistrats du Sénégal et qui est actuellement président de chambre à la Cour des comptes et qui est un ami de mon père, mais qui, au fil des ans, est devenu mon ami à moi. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de traits de caractère communs. Souvent, quand je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis dans un milieu très compliqué, très masculin, le secteur maritime. Donc quand je vais à des réunions où pour défendre un texte, je me bats crânement. Quand je reviens et que je l'appelle pour lui raconter la réunion, il me dit « J'espère que tu as bien défendu ». Donc c'est quelqu'un qui a cette niaque-là comme moi. Et donc voilà, naturellement, c'est mon parrain, c'est mon père, et ça, mon père biologique le sait. Et donc, il l'a dit dans la préface, et que Dieynaba, comme la citation de Victor Hugo, la conviction nous rappelle l'adage, quand je parle de vous, quand je parle de moi, je parle de vous. Parce que Dieynaba Sarr, c'est une Sénégalaise qui a sa propre vie, mais elle est un élément d'une société. Une société dont les éléments ont des choses en commun. Donc ma vie, certes, j'ai un patronyme, j'ai des parents qui sont mes parents à moi, mais je veux dire, je n'ai pas une vie particulière, isolée de la société. Les drames que j'ai vécus, d'autres l'ont vécu, qui ont perdu des sœurs, qui ont perdu leurs parents, etc. Ou bien des moments heureux aussi qui sont racontés dans l'ouvrage. D'autres les ont vécus. Donc je veux dire, le charme de l'écriture, c'est que vous vous enfermez, vous écrivez quelque chose, c'est publié et quelqu'un va le lire et s'y reconnaître. Il va s'y reconnaître parce qu'il a vécu, ou bien il y a un mot qui va lui rappeler une histoire vécue, ou bien sa vie, ou bien voilà des séquences. En fait, c'est ça aussi, comme je l'ai dit, le charme de la plume, et c'est exceptionnel. Donc brièvement, tous les autres textes qui sont dans... C'est un récit assez autobiographique. 7 textes. Vous avez Hommage non souhaité, vous avez Foi, vous avez les tensions générationnelles, vous et nous, parce que j'aime pas le terme conflit générationnel, c'est assez violent, et c'est pas le cas. Et vous avez le texte Que nous arrive-t-il? Ça, c'est par rapport à la violence. Vous verrez, même chaque texte est illustré. Parce qu'à l'Institut Notre-Dame, quand même, la chance que nous avions, c'est qu'on avait des cours de dessin, on avait des cours de musique, on avait des cours de couture. Donc ça, après, ça vous sert beaucoup. Et donc, moi, j'adore dessiner. Ce qui fait que chaque texte est illustré. Et le texte Que nous arrive-t-il, vous verrez une tête avec un point d'interrogation. Ça évoque beaucoup de choses. La violence actuelle que nous vivons dans les couples,
de façon générale, avec parfois des meurtres pour 50 francs, pour une tasse de café, etc. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi la société est devenue si violente? Elle a été, nous dit-on, dans le passé, mais je pense que c'est exacerbé maintenant. L'autre texte, amour au pluriel. Vous y retrouverez, comme je l'ai dit, l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour passionnel qui apparemment intéresse plus les gens, etc. Et vous avez le texte éponyme, conviction. Le texte éponyme, conviction va revenir sur je ne me défends pas, mais j'explique ce que moi je considère comme un féminisme actif qui doit servir et non ce féminisme qui oppose hommes et femmes, ou bien ces discours violents qu'on note parfois et qui sont prêtés à certaines. Je ne pense pas qu'elles le font volontairement, parce que comme le disait le philosophe, nul n'est méchant volontairement, mais je pense que aussi ces femmes qui sont taxées de féministes ou bien de blessées de guerre, il y a des raisons à aller chercher dans leur vie. Mais moi, ce que j'évite, c'est que ce que je vis transperce dans mon travail ou bien soit reflété dans ma vie de tous les jours. Ça, je l'évite. Et c'est pourquoi souvent je le dis, je taquine des collègues. Quand quelqu'un vient au bureau avec la mine renfrognée, je fais tout pour te faire rire. Parce que je me dis, il ne faudrait pas que ce que tu as vécu chez toi, tu l'imposes aux autres au bureau. Parce que les autres ne sont pas responsables de ce que tu vis. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. C'est individuel, c'est quelque chose de très dur, c'est quelque chose de très... Ça nécessite de se voir, regarder en face, ce que nous n'aimons pas faire tout le temps. Et il faut le faire. Il faut avoir le courage de s'autocritiquer surtout. Il faut avoir le courage de s'autocritiquer, de reconnaître ses forces. C'est toujours plaisant de reconnaître ses forces, mais le plus important, c'est de reconnaître ses faiblesses. C'est ça, comme ça que vous pourrez vous améliorer. Donc, Conviction, c'est un texte éponyme qui va revenir sur le féminisme, qui va revenir sur ma conception du ménage. Je suis célibataire. À un peu plus de 30 ans, ça choque. Ça choque parce qu'on va se dire, récemment quelqu'un me disait, yo, xana beaucoup de cœur. Je disais, mais pourquoi? Il me dit, ouais, tu travailles, tu es responsable, à arriver à un certain standing, que ce soit social ou professionnel, on a besoin d'avoir un homme avec soi. J'ai souri et... Pourquoi j'ai souri? Parce que je sais que ce que j'allais répondre, comme on dit, donc j'ai préféré sourire. Parce que je sais que si je répondais sur le coup, j'allais être très virulente. Alors que, comme je l'ai dit dans le texte, tous les événements de notre vie, le timing, c'est le timing divin qui s'exécute. Nous ne choisissons pas la date de naissance de nos enfants, l'année d'obtention de nos diplômes, etc. Donc pourquoi moi, l'année de mon mariage, je devrais le connaître? La connaître. Je ne la connais pas. Ça peut être 2024, ça peut être 2025, ou je ne sais pas. Je souhaite que ça soit 2024. En tout cas. Mais c'est juste pour dire que j'assume ce célibat-là. Je n'ai aucun complexe. Je travaille. Il y a un épanouissement personnel que j'ai parce que je travaille. Le peu de connaissances que j'ai, je le partage avec les autres. Ça m'épanouit. Si j'ai un homme dans ma vie, alhamdoulilah. Si j'ai vécu des déceptions, comme je l'ai évoqué, bien sûr, j'ai modifié les noms. Je modifie les noms et tout. J'ai vécu ces déceptions-là. Mais heureusement, j'ai guéri de ces déceptions. Et c'est pour vous dire que moi, l'amour passionnel, il est important, il est très beau, mais je ne le mets pas en avant. Si ça vient, à chaque moment, à n'importe quel moment de ma vie, je vais le prendre avec beaucoup de sérénité. C'est pas ce que je priorise. J'ai assez à faire. Du matin au soir, un de mes frères est là. Et une de mes amies, elle sait de quoi je parle. Wallahi, du matin au soir. Vous voyez, je suis venue en retard. C'est pour vous dire. J'ai rédigé un article qui doit être publié. Le deadline est passé. Donc, je suis sur plusieurs choses. L'autre, ça m'occupe. Donc, si j'ai un mari, tant mieux. Si ça ne vient pas, voilà. Alhamdulillah. Voilà. Donc, on le veut, s'il vous plaît. Alors...